Salut à tous! Eh bien je suis très content de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2021. J'espère que vos fêtes se sont passées sans encombre, et j'espère encore plus que cette nouvelle année sera meilleure que la précédente. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui voudraient monter un ordinateur, mais qui ne savent pas quelle pièce choisir en fonction de leurs besoins. Mais avant de commencer, si vous n'avez vraiment aucune notion dans le montage de PC, je vous conseille la vidéo précédente que j'avais fait, comment bien choisir sa config PC. Dans cette vidéo, je vais vous suggérer des pièces, donc processeur, RAM, carte graphique, etc. en fonction de vos besoins et en fonction d'une évolution potentielle. Dans un premier lieu, je vous suggère de s'intéresser au processeur. Pour trouver celui qu'il vous faut, il y a quand même quelques questions à se poser. Est-ce que vous avez besoin de puissance? Est-ce que vous avez besoin de PCI 3.0, de PCI 4.0? Et évidemment, est-ce que vous êtes plutôt Intel ou est-ce que vous êtes plutôt AMD? Bien que je vous suggère de ne pas tenir compte de ce dernier point, il ne vaut mieux pas choisir tous ces composants en fonction des marques, mais en fonction de vos besoins et de ce que le produit vous propose. Je vous ai concocté un petit tableau que je vais vous afficher à l'écran pour que ce soit plus facile. On va commencer du côté AMD. Donc j'ai pris le Ryzen 7 1800X comme processeur de référence, qui est celui que j'ai actuellement. Et donc je l'ai mis en concurrence avec plusieurs processeurs de gamme différentes, donc en Ryzen 3, en Ryzen 5, en Ryzen 7 et en Ryzen 9. Chaque gamme correspond plus ou moins à un usage. On peut dire que le Ryzen 3 est plutôt orienté bureautique, que le Ryzen 5 peut être orienté jeu mais sans trop pousser non plus, et que le Ryzen 7 est vraiment fait pour le jeu vidéo, le montage, le rendu 3D, etc. Et le Ryzen 9 vraiment pour des tâches extrêmement lourdes, le montage vidéo, le rendu également, la virtualisation, ce genre de choses. C'est vraiment un processeur qui est à mi-chemin entre le processeur de bureau et le processeur de serveur. A noter que peu importe le processeur que vous preniez ici en AMD, il faudra absolument prendre une carte graphique puisque ces processeurs ne disposent pas de GPU intégré. Seuls les processeurs AMD disposant de la lettre G derrière sa référence bénéficient d'un GPU, donc d'une carte graphique intégrée. Donc si on devait retenir quelques références en fonction des usages, je vous dirais de prendre le Ryzen 3 3100 pour de la bureautique, du multimédia, le Ryzen 5 3600 pour commencer à avoir du jeu vidéo intéressant, ou même du montage, pourquoi pas, ça va prendre un peu plus de temps. Le Ryzen 7 3800X pour vraiment avoir une base solide en jeu vidéo et tâches lourdes. Et au même niveau, le Ryzen 7 5800X qui est donc son évolution. Mais pour l'instant, les prix sont vraiment élevés et les stocks sont trop bas. Mais il apporte son petit lot de nouveautés qui sont vraiment intéressantes. Si vous voulez vraiment faire des tâches extrêmement lourdes, le Ryzen 9 5900X sera vraiment votre allié le plus important. Si vous êtes adepte de l'overclocking, il faut savoir que chez AMD, tous les processeurs sont overclockables, à condition d'avoir un refroidisseur qui va avec évidemment, comme un Big White Dark Rock, un Corsair H110 ou un équivalent en water cooling. On va continuer évidemment du côté Intel, donc je vous mets également le petit tableau. Chez Intel, nous avons beaucoup de références par rapport à AMD, je trouve, en tout cas c'est assez compliqué. Je vous ai mis pas mal de références en i9 pour vous montrer justement toutes les différences possibles. Par exemple, dans la première colonne, le i9 10980XE. Vous avez à côté un 10940X, un 10900K, un 10900KF et un 10900. Donc sur la référence 10900, vous avez 4 versions possibles. Surtout qu'ici nous avons des sockets différents pour les séries 10000, 2066 et du 1200. J'ai pris un i5 9500 en référence. Niveau gamme en i3, i5, i7 ou i9. C'est un petit peu comme chez AMD. Les i3 sont plutôt orientés bureautique, multimédia. Les i5 peuvent déjà faire pas mal de jeux avec 6 cœurs et 12 threads. On est sur quelque chose qui peut déjà tenir la route. Vous pouvez naturellement faire du montage vidéo, mais ce sera pas forcément optimal. Pour ce genre de grosses tâches, vous avez les i7 avec 8 cœurs et 6 threads pour la version 10700KF. On est vraiment sur quelque chose de costaud pour le jeu vidéo et pour d'autres tâches évidemment. Et la série i9 est plutôt orientée petit serveur, de l'exportation vidéo, du rendu 3D, vraiment des tâches extrêmement lourdes, mais qui nécessitent
nécessitent pas forcément de la puissance graphique. Comme chez AMD, certaines références Intel ne disposent pas de carte graphique intégrée. Là, c'est assez simple pour les repérer. Seules les versions avec un F à la fin ne disposent pas de GPU intégrée. Niveau overclocking, ce sont uniquement les références disposant de la lettre K à la fin du processeur qui sont overclockables. Si je peux vous conseiller, ce serait d'aller vers le i3 10100 qui dispose d'un GPU intégré, donc pour la bureautique ça suffit largement. Le i5 10600, il dispose d'un GPU intégré qui peut suffire pour certains jeux, mais je vous conseille de lui ajouter une carte graphique. Ensuite, le i7 10700KF qui nécessitera d'office une carte graphique et qui sera largement suffisant pour le jeu vidéo. Et ensuite, le Core i9 10900 parce qu'il possède un GPU intégré. Donc si vous n'avez pas forcément de besoin de carte graphique, notamment tout ce qui est exportation de projets audio ou vidéo, le processeur peut suffire. Et dans les gros i9, je dirais que le 10940X est la meilleure référence point de vue rapport qualité-prix. Mais il faudra bien sûr rajouter une carte graphique en fonction de vos besoins. On passe maintenant à la carte mère qui est assez importante. Là encore, il y a quelques questions à se poser. Est-ce que vous allez mettre plusieurs cartes graphiques? Est-ce que vous voulez un SSD en NVMe sur protocole PCI Express 3 ou PCI Express 4? Est-ce que vous avez besoin de slot PCI pour mettre une carte Bluetooth ou une carte Wi-Fi? Combien de ports SATA 3 vous désirez, donc pour brancher des disques durs ou un graveur DVD Blu-ray? Combien de connectiques USB RJ45 vous avez besoin à l'arrière de la tour et également à l'avant? Est-ce que vous avez besoin de connectiques d'écran sur la carte mère? La réponse est oui si vous n'avez pas de carte graphique dédié évidemment. Est-ce que vous allez overclocker votre processeur ou pas du tout? Et est-ce que vous allez faire un RAID de disque dur ou de SSD? Il existe différents types de cartes mères qui répondront à vos questions. Chez Intel, vous avez trois types courants, le Z, le B et le H. Le Z, c'est la plus haute gamme qui permet d'overclocker votre processeur, de mettre plusieurs cartes graphiques, que ce soit AMD ou Nvidia. Elles sont adaptées également aux jeux vidéo, aux multimédia et à la bureautique. Ensuite, vous avez le B et le H qui sont plus orientés vers bureautique et multimédia. Du côté AMD, vous avez également trois grandes références, le X, le B et le A. Le X étant le haut de gamme, qui à l'instar du Z de Intel permet de tout faire, donc avoir plusieurs cartes graphiques ou AMD. Ensuite, vous avez la référence B qui est uniquement compatible multi-carte graphique AMD, donc deux cartes graphiques AMD mais pas Nvidia. Vous pouvez overclocker et c'est orienté aussi bien bureautique que multimédia. Et ensuite, vous avez la référence A qui est vraiment le bas de gamme orienté bureautique uniquement. Niveau norme PCI Express 3.0, que ce soit pour le NVMe ou la carte graphique, pour l'instant il n'y a que AMD qui le propose au travers de ses processeurs de série 3000 et 5000. Et pour Intel ce n'est pas encore le cas, ils sont toujours en 3.0, mais ça devrait arriver sur la 11e génération, on devrait avoir plus d'informations dans les semaines qui viennent. Et donc pour répondre à toutes ces questions, il faudrait se rendre sur la page du constructeur et de voir si vos critères s'y trouvent. Et niveau marque, c'est assez subjectif, mais je vais essentiellement vers Asus, Gigabyte et MSI. Passons à la mémoire vive. On va s'attarder uniquement sur la norme DDR4. La DDR3 est abandonnée depuis longtemps et il n'existe pas encore de DDR5 pour le grand public. Donc ici, pas compliqué, vous avez trois cas de figure. Soit vous faites de la bureautique multimédia internet, et dans ce cas-là, 8 Go en 2400 MHz vous suffit largement. Si vous êtes adepte de jeux vidéo, de Lightroom, Photoshop et Premiere, ou tout autre logiciel équivalent, je vous conseille d'avoir un minimum de 16 Go. 32 pourront être plus confortables dans certains cas pour certains jeux, mais avec 16 vous avez quand même de quoi faire. Partez sur un minimum de 2666 et puis vous pouvez monter sur 3000, 3200. Et pour le reste, le gros montage vidéo, les gros rendus, la virtualisation, le traitement sonore, ce genre de grosses tâches, partez directement sur 32 Go en 3000 ou 3200 MHz. Peu importe ce que vous choisissez, je vous conseille de le faire en 2 barrettes, sauf pour la bureautique avec 8 Go vous pouvez prendre une seule barrette, mais pour les autres, prenez chaque fois 2x8 ou 4x8. Ceci permettrait de fonctionner en dual channel ou quadruple channel pour les processeurs et cartes mères compatibles, et donc d'augmenter les performances de votre RAM. Et surtout, favoriser un casse, donc une latence, le plus bas possible. En 2 mots, la latence est aussi important que la capacité en gigas ou les mégahertz, puisque c'est vraiment le temps de réponse de votre RAM. Au plus le temps de réponse est court, au plus rapide sera la RAM. Gardez également à l'esprit la taille de votre refroidisseur. Si vous avez comme moi un Darkrock Pro 4 qui est vraiment énorme et qui passe au-dessus de votre slot de RAM, il faudra privilégier des RAM low profile. Si vous avez un plus petit ventirad ou un water cooling, vous pouvez prendre des RAM qui disposent d'un plus gros refroidisseur ou même de LED RGB. Point de vue marque, c'est toujours assez subjectif. Moi je fais beaucoup confiance à Corsair, à Crucial, à Ballistic
GTX à Kingston HyperX. Passons directement au stockage. Dans les configurations modernes, je vous conseille vraiment de prendre du SSD sur lequel vous allez installer Windows, vos logiciels et vos jeux, et pourquoi pas certains fichiers qui doivent être utilisés très souvent, et un disque dur classique à plateau pour stocker toutes vos autres données comme les documents, les images, la musique, les téléchargements. Dans les SSD, vous avez encore plusieurs choix. Le SSD 2,5 pouces en SATA 3, celui qui va se brancher sur la carte mère directement. Vous avez le SSD au format M2, lui il se connecte directement sur la carte mère sans aucune connectique, et le SSD au format M2 au protocole NVMe. La différence entre les trois, c'est que le SATA 3 a une moyenne de lecture et d'écriture de 550 mégas maximum, le M2 classique a également la même vitesse, 550 mégas maximum, et le M2 NVMe en 3.0 peut atteindre 3 Go et demi par seconde en lecture et en écriture. Et le summum, c'est le M2 NVMe 4.0 qui lui aussi entre 4 et 5 gigasecondes. En fonction de vos usages, vous allez choisir tel ou tel disque. Je dirais que pour de la bureautique pure et dure, le SSD SATA 3 2,5 pouces vous suffit amplement. Ou si vous ne voulez pas vous encombrer de câbles supplémentaires, le format M2 vous conviendra également. En revanche, pour les autres tâches, partez directement sur du NVMe et en fonction de votre budget, du 3.0 ou du 4.0. L'avantage d'avoir des vitesses aussi grandes, le chargement de vos jeux, que ce soit texture et autres, iront beaucoup plus vite. Nous passons à un gros point, la carte graphique. Deux écoles possibles, Nvidia ou AMD. Et parmi ces deux références, vous avez plusieurs marques custom. Il existe énormément de références différentes. Personnellement, je me dirige vers Gigabyte, MSI ou Asus. Donc pour savoir ce qu'il vous faut, la réflexion est la suivante. Sur quel type d'écran jouez-vous? Est-ce que vous avez du 1080p, de la 1440p ou du 4K? À quel framerate minimum voulez-vous jouer? 30 fps, 60 fps, 120, 144 ou plus? Bien sûr, cette donnée est à matcher avec la capacité maximale de votre écran. C'est pas vraiment nécessaire d'avoir une carte graphique qui peut faire tourner votre jeu favori à 144 fps si votre écran ne peut en afficher que 60. Donc pour avoir votre réponse, il faut évidemment se diriger vers les tests et les tableaux comparatifs. J'ai déjà dégrossi le travail en faisant un petit tableau. Commençons par Nvidia. Pour ce petit tableau, je l'ai orienté jeux vidéo puisque une carte graphique c'est principalement à ça qu'elle va servir. Et si elle permet de faire tourner des jeux vidéo, elle permet de faire d'autres tâches évidemment. Sauf la modélisation. Là je vous conseille plutôt d'aller vers les quadros, les 4000 par exemple. Commençons par la droite, donc la RTX 3090. Vous pouvez donc voir les FPS moyens en fonction de votre résolution, 1080p, 1440 ou 4K. Donc là c'est très simple, vous suivez le tableau en fonction de ce que vous voulez faire. Avec la conjoncture actuelle, pas facile de vous proposer des références puisqu'il y a de fortes chances qu'il n'y en ait aucune de stock. Vous êtes plutôt très haut de gamme, vous voulez jouer en 4K 60 FPS. Alors là, prenez une RTX 3080 ou une 3090 si vous avez le budget. Une 3070 pourrait évidemment faire l'affaire. Si vous n'avez pas vraiment besoin de grosse puissance ou pas vraiment de budget, une GTX 1050 pourrait déjà faire l'affaire pour du montage vidéo ou photo. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va fonctionner. Contrairement aux jeux vidéo où là, c'est vraiment pas recommandé. Vous êtes à peine à 30 fps au minimum. Donc la première référence pour le jeu vidéo, ce serait plutôt la GTX 1660. Si vous voulez vraiment pousser un peu plus haut, vous pouvez aller sur la RTX 2060 Super ou la 2080 Super, à condition évidemment de trouver ces références de stock qui va pas être une mince affaire. Sinon la RTX 3060 Ti qui est une nouvelle génération de carte graphique sera vraiment plus avantageuse à condition que les stocks se renouvellent et que les prix baissent. Dirigeons-nous maintenant vers le côté AMD qui propose de bonnes alternatives à ce qu'a fait Nvidia. Je vous le dis d'emblée, la RX 6900 XT n'en vaut vraiment pas la peine. Le prix est vraiment trop exagéré par rapport aux performances et surtout par rapport à la différence entre la 6800 XT et cette 6900 XT. Ensuite, si on descend un tout petit peu niveau budget, on a la RX 6800 qui selon moi est le meilleur rapport qualité-prix. Effectivement, 188 fps en 1080p en moyenne, c'est vraiment pas mal. Point de vue référence précédente, vous avez les RX 5000. On va retenir uniquement la 5700 XT et la 5600 XT. Le budget n'est pas si grand, mais cela reste cohérent par rapport aux performances. Et on peut donc descendre encore d'un cran avec la RX 570,
570, qui sera vraiment une alternative de base très intéressante pour le jeu vidéo. En moyenne à 55 FPS, ça va, on n'est pas à 60, mais ça passe. Entre 50 et 60, vous n'allez vraiment pas voir la différence. Sans oublier qu'AMD propose quelques fonctionnalités intéressantes, comme le Rage Mode, qui est une espèce d'overclocking sur les cartes graphiques, ou encore le SAM, Smart Access Memory, uniquement valable sur les cartes graphiques RX 6000, combiné au processeur Ryzen de série 5000. En deux petits mots, SAM permet d'avoir à peu près 10-15% de performance en plus, tout simplement parce que le processeur et la carte graphique communiquent beaucoup plus rapidement ensemble. Que vous soyez plutôt AMD ou Nvidia, les deux marques proposent de références très intéressantes cette année, avec chacun leurs différentes technologies, mais quoi qu'il en soit, si vous prenez une référence actuelle, vous êtes sûr d'avoir du très bon matériel. Voilà sur à quoi il faut être attentif. La fréquence de base et la fréquence boostée. Donc ce sont les fréquences, donc la vitesse, au plus elle est haute, au plus la carte graphique est performante. La mémoire graphique, pour le jeu vidéo, je vous conseille vraiment d'en avoir un minimum de 8. Cette donnée n'influe pas directement sur les performances de la carte graphique, sauf dans le cas où vous montez en résolution. Par exemple, de la 4K aura besoin de plus d'espace, donc plus de VRAM, contrairement à de la 1080p qui aura besoin d'un peu moins d'espace. Quel type de refroidissement choisir? Des cartes graphiques sans ventilateur, avec 1, 2 ou 3 ventilos, ou en water cooling, pourquoi pas. Si vous êtes plutôt bureautique, une carte graphique low profile, donc sans ventilateur ou avec un seul petit ventilateur, vous suffira amplement. Et pour les autres tâches, choisissez 2 ou 3 ventilateurs. Si vous avez le budget, le water cooling intégré sera vraiment optimal puisque l'air va s'échapper directement du boîtier et ne pas le réchauffer. Toutes ces données sont évidemment dans la description de votre produit sur la page du constructeur ou de votre revendeur. Passons directement à l'alimentation. Ici, je vais uniquement parler d'alimentation ATX 12 volts, le plus classique. Et ce point est assez simple puisque si vous faites de la bureautique ou du multimédia, 400 ou 500 watts vous suffisent amplement. Et pour toutes les autres tâches, entre 600 et 750 watts. Bien sûr, si vous êtes plutôt jeux vidéo et grosse carte graphique actuelle, favorisez plutôt une 750 watts, modulaire, semi-modulaire ou pas du tout. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez avoir uniquement les câbles que vous avez besoin ou tous les câbles que vous pouvez cacher. Niveau marque, encore une fois, c'est très subjectif, mais moi je travaille beaucoup avec Corsair, Be Quiet, Antec et Seasonic et c'est ce que je conseille à tous mes clients. Pour le dernier point, le boîtier. Si vous avez suivi ma vidéo précédente pour choisir ses composants, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de points auxquels il faut faire attention, si ce n'est la taille de votre carte mère. Prévoyez suffisamment de place pour tous vos composants. Donc si vous avez un gros ventirad pour votre processeur, il faut prévoir une tour suffisamment grande. C'est également valable si vous avez du water cooling, processeur et carte graphique. Bien sûr, au plus grand sera votre boîtier, au plus vous pourrez mettre 2 ventilateurs et donc avoir un flux d'air plus important, qui est bien sûr très bon pour l'ordinateur, mais attention aux décibels. Pour conclure cette vidéo, on peut dire que ça paraît fastidieux et compliqué, mais une fois que vous connaissez tous les points auxquels vous devez être attentif, c'est vraiment très facile et ça va très vite. Mais si bien sûr vous n'avez pas l'habitude ou si vous avez peur, n'hésitez pas à vous aider des outils à votre disposition, notamment le site LDLC qui propose un configurateur qui est très bien fait, et je ne suis pas sponsorisé par LDLC. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai très volontiers. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous avez également remarqué que le générique a un petit peu changé et que ma façon de faire les vidéos a un petit peu changé également. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Salut!